On voit donc que l'ARG est déplacé sur les consommations ordinaires, a déplacé aussi sur une absence d'intentionnalité, ce qui pouvait être gouverné par le désir d'imprimer l'imagination dans les sociétés d'Ancien Régime, et par une ostentation déplacée aussi sur le registre de l'ordinaire, ce qui pouvait être ostentatoire, cette idée fondamentale que les luttes de classe sont des luttes de classement, et que les luttes de classement renvoient à ce jeu entre ce qui est donné à voir par une représentation volontairement construite ou inévitablement effectuée, et d'autre part le statut qui lui est attribué de reconnaissance ou de déni. On pourrait voir peut-être là d'ailleurs une opposition entre des sociétés d'Ancien Régime où il y a une codification juridique des statuts, ce qui expliquerait pourquoi jamais le monde de Robin n'a pu faire reconnaître l'existence d'un quatrième État pour se séparer du tiers État, et sans être pour autant noble, et pourquoi dans des sociétés contemporaines, suivant le Boltanski, des groupes sociaux peuvent imposer une identité, les cadres, à partir d'une pluralité d'activités professionnelles, mais par une identité donnée à voir et imposée aux conventions collectives, au recensement, aux travaux des sociologues, etc. Donc je pense qu'il y a là un élément essentiel qui explique sans doute pourquoi, avec ces trois registres que je viens d'évoquer, la notion de représentation peut être fondamentale, qu'elle porte avec elle l'idée qu'on pourrait aussi illustrer par la société de cours, que les luttes de classe sont des luttes de classement, et que finalement, elle suppose cette notion, ou applique cette notion, de la domination ou de la violence symbolique qui s'exerce à partir du moment où les dominés croient, acceptent, incorporent la légitimité des principes qui fondent leur assujettissement. Représentation comme objet du discours historique et représentation comme opération historiographique, et avec, je cite juste cela, comme souvent avec une extrême subtilité chez Ricoeur, les dernières lignes, l'hypothèse de la... c'est la deuxième citation. L'hypothèse est particulièrement plausible, c'est-à-dire l'idée... Alors, je prends... Une hypothèse vient à l'esprit. L'historien, en tant qu'il fait de l'histoire, ne mimerait-il pas de façon créatrice, en la portant au niveau du discours savant, le geste interprétatif par lequel ceux et celles qui font l'histoire tentent de se comprendre eux-mêmes et leur monde. C'est-à-dire qu'il veut lier la représentation objet à partir du moment où, avec ce que je viens de dire plus haut et différents courants historiographiques, les représentations que les individus ont d'eux-mêmes ou des autres, projettent ou sont assignés à, devient un élément clé de l'histoire qui se fait. Et l'historien, dans son opération historiographique, finalement, ne mimerait-il pas ce geste? L'hypothèse est particulièrement plausible dans une conception pragmatique de l'historiographie qui veille à ne pas séparer les représentations des pratiques par lesquelles les agents sociaux instaurent le lien social et le don d'identité multiple. Il y aurait bien un rapport mimétique entre la représentation-opération en tant que moment du faire de l'histoire et la représentation-objet en tant que moment du faire histoire. Et puis le dernier élément, c'est que pour reprendre ce texte de Ricoeur, se reprend lui-même par rapport à temps et récit, et où il distingue analytiquement trois moments de cette opération historiographique, qui est l'établissement de la preuve documentaire, le choix d'un modèle explicatif, qui peut être en fonction de la conscience des individus ou des déterminations non sues qui les gouvernent, et finalement, ce qu'il appelle la scripturalité. Alors, je laisse là, on pourra continuer la conversation sur ce dernier aspect. Il me semble que cette présentation peut permettre peut-être de récuser les critiques par lesquelles j'ai commencé à l'exposer. D'abord parce qu'effectivement, on peut considérer, comme le faisait Foucault lorsqu'il se moquait des historiens qui avaient une bien maigre idée du réel, de considérer que les représentations sont une réalité comme d'autres réalités. D'autre part, parce que contre Angelo Torre, on peut quand même, il faut tout de même souligner
que utiliser les représentations pour aller vers les pratiques n'est pas absorber ces pratiques dans les représentations, mais se donner à l'inverse une possibilité d'atteindre à ces pratiques, puisque pour un historien, à part des témoignages matériels pour l'archéologie, à part des représentations visuelles, mais qui relèveraient de la même logique, les pratiques sont des pratiques représentées. Et du coup, le déchiffrement des codes de représentation de ces pratiques, c'est-à-dire les pratiques de la représentation, pour faire du marin, est la condition même, ce déchiffrement, de la possibilité de saisir ces pratiques dans des représentations qui à la fois les désignent, mais toujours avec un écart, pour les prescrire, pour les proscrire, pour les ordonner, pour les interdire. Donc je pense qu'il y a là aussi une très mauvaise querelle ou un malentendu sur cette idée qu'étudier les représentations serait ignorer les pratiques. C'est tout juste le contraire. C'est-à-dire que c'est la condition de possibilité pour construire une histoire des pratiques. Et dernier élément, évidemment, avec cette mise en garde contre le fait que les pratiques de la représentation, en particulier lorsqu'elle est discursive, et l'effectuation de ces pratiques relèvent de logiques qui ne sont pas identifiables. Et que donc, du coup, il y a là une difficulté supplémentaire qui est de distinguer, on peut prendre tous les vocabulaires, chez De Certeau, de distinguer les stratégies discursives et les tactiques d'appropriation, chez Bourdieu, la raison scolastique et la logique pratique, chez Foucault, les institutions non discursives et les discours. Mais l'objet visé est bien le même, et ce qui me paraît suffisant pour ne pas considérer qu'une histoire des représentations nécessairement nous éloigne de la vérité des faits, ni ne nous fait sombrer dans la croyance que seul le discours existe et que donc du coup une histoire des représentations nous éloignerait aussi de la réalité des comportements. Bien. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole sans attendre au discutant. Je commence. Bien, merci beaucoup d'abord de me convier à cette première séance. Je serai bref parce que je pense effectivement que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je me contenterai juste de quelques réflexions effectivement que m'inspire donc la défense et l'illustration de la notion de représentation par Roger Chartier. J'en retiens une formule, elle était dans la version écrite de son intervention, la plus sociale des histoires. C'est-à-dire que l'histoire des représentations, loin, vous venez de le dire, de nous éloigner du réel, constituerait en fait la plus sociale des histoires. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que pour justifier une position d'historien, puisqu'à la mesure où l'histoire que sociale, finalement, on doit toujours rappeler que ça ne nous éloigne pas justement du monde social. Évidemment, cette justification, cette défense, elle était déjà à l'œuvre dans son texte fameux de 1989, Le monde comme représentation, dont je me permets tout de même de citer l'ultime paragraphe. En un moment où souvent se trouve récusée la pertinence de l'interprétation sociale, que l'on ne prenne pas ces quelques réflexions et propositions comme l'indice d'un ralliement à une telle position. Tout au contraire, dans la fidélité critique à la tradition des annales, elle voudrait aider à reformuler la manière d'arrimer la compréhension des œuvres, des représentations et des pratiques aux divisions du monde social que tout ensemble elles signifient et construisent. Alors, ce que l'on comprend mieux aujourd'hui, je dirais, c'est l'ultime articulation, celle dont vous avez peu parlé au fond, qui était dans la version écrite, mais qui est réservée vraisemblablement pour la discussion publique. L'ultime articulation, donc, avec le régime de vérité du discours historien, mis à mal peut-être par voilà, les épreuves des années 90,
réactivé par justement la Ricoeur 2000, tout ça c'est après. Donc au fond comprendre comment, pourquoi une histoire des représentations n'éloigne que de cette bien maigre idée du réel dont parle Foucault, mais en aucune manière de la représentance du passé tel qu'il fut, qui demeure le garant du discours historique en tant qu'il produit de la connaissance. Alors, je n'ai pas l'intention de faire ici plus longtemps l'exégèse de la pensée de Roger Chartier sur ce sujet, mais seulement juste dire un mot quand même, témoigner de l'effet d'encouragement, de libération, d'émancipation que sur ma génération, cet article de 1989 avait produit. Et on peut comparer, je dirais, cet effet d'entraînement épistémologique à d'autres, l'autre œuvre que vous avez citée d'ailleurs justement, qui était de 10 ans antérieure, la distinction. Et travaillant sur les archives de Georges Duby, j'ai retrouvé, il y a quelques années, on en avait déjà parlé, la retranscription inédite d'un lundi de l'histoire où Roger Chartier, c'était le 25 janvier 1980, invitait Pierre Bourdieu à parler d'un livre nouveau qui s'appelait La distinction. Et son discutant, c'était Georges Duby. Alors entre Duby et Bourdieu, les échanges étaient déjà continus, sérieux, anciens, datés au moins de 78 et de l'apparition des Trois Ordres ou de l'imaginaire du féodalisme, en fait, de bien avant. Et Duby se montrait dans cette émission tout à fait enthousiaste. Il avait tout de suite l'intuition que la distinction allait se rendre serviable aux historiens et allait immédiatement, et bien plus peut-être immédiatement qu'aux sociologues, leur conforter leur pratique. Alors la question de savoir si la littérature théorique est là pour conforter les pratiques des historiens ou au contraire pour les déconcerter, pour les désorienter, pour les disperser, pour trancher, comme dirait Foucault, ça c'est une autre affaire. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir, et je pense que d'une certaine manière on est dans notre sujet, au micro de France Culture, d'une certaine manière, à ce jour-là, Duby se présentait comme un historien tel que Bourdieu les aimait, c'est-à-dire un historien qui fait des choses intéressantes, mais qui ne sait pas exactement ce qu'il fait quand il fait ce qu'il fait, et qui attend des sociologues qui leur expliquent, au fond, la raison pratique de leur profession. Et voilà ce que disait Duby. J'ai trouvé en lisant La distinction la confirmation de la tentative que je faisais maladroitement, parce qu'on est à la surface des choses, et que l'on n'atteint finalement que l'expression de la pensée d'un tout petit nombre d'intellectuels qui sont au service du pouvoir et qui traduisent d'une manière très sophistiquée, pour plaire davantage, ce que l'on veut que tout le monde pense. Donc ça veut dire que Bourdieu voit un encouragement Duby voit un encouragement dans la distinction à continuer à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire l'histoire des représentations, et l'histoire des représentations d'un tout petit monde, qui est le monde des intellectuels, des clercs, en l'occurrence du XIIe siècle, parce que si Bourdieu a raison, alors dans ce cas-là, étudiant ce tout petit monde, eh bien on ne s'éloigne pas du social. On ne s'éloigne pas du social, puisque d'une certaine manière, c'est du social incorporé